Salut et bienvenue dans ce nouveau chapitre de notre formation consacrée à Vue.js et dans ce chapitre je vous propose de mettre en pause notre apprentissage pour pratiquer un petit peu. Donc pour ce premier TP, ce qu'on va essayer de faire, c'est de mettre en place un système qui va permettre de gérer un questionnaire. Donc le principe, c'est qu'on va avoir un JSON qui va contenir différentes questions que l'on va devoir poser à l'utilisateur. Et si l'utilisateur a répondu correctement à un certain nombre de questions, on le félicitera. Sinon, on lui proposera de refaire le quiz par exemple. Donc l'objectif, c'est de créer une interface qui va ressembler à ça. On aura le titre du questionnaire, on aura une petite barre de progression, on aura ensuite la question et les différentes options qu'il est possible de répondre, sachant que c'est un système à choix unique. Lorsque l'utilisateur a sélectionné une des réponses, il pourra aller à la question suivante. Et ensuite, il va aller de question en question jusqu'à arriver à l'étape finale où on le félicitera, où on lui dira qu'il a échoué. Alors tout de suite, quand vous allez commencer à créer une application avec Vue.js, la première chose que vous devez faire, c'est essayer de commencer à décomposer et réfléchir aux composants dont vous allez avoir besoin. Alors pour ce système-là, la première séparation que moi je m'imagine avoir, c'est d'abord notre application. Notre application, elle va charger le JSON avec les différentes données qui correspondent à notre quiz. Ensuite, on aura un composant quiz qui va recevoir justement les informations du quiz et qui va se charger de faire le déroulé. Donc ce composant va afficher un titre et ensuite il va afficher la barre de progression. Pour cette barre de progression, on va se créer aussi un composant dédié. Et après, on aura un autre composant, question, qui va permettre d'afficher une question en particulier. Donc le composant quiz, c'est lui qui va être chargé d'avancer dans le quiz et de savoir où on en est. Et en fait, à chaque fois, il va dire « Ah, ben là, on est sur cette question-là, donc c'est cette question-là que j'envoie à mon composant question ». Mon composant question, c'est un composant qui, lui, va avoir plusieurs radios. Et là aussi, on pourra choisir de décomposer avec différents composants. Donc voilà un petit peu pour le principe général, sachant que la structure peut évoluer au fil des besoins et en fonction de ce que vous avez besoin de réutiliser ou non. Mais voilà pour une petite structure de base. Donc ce que je vous propose de faire, c'est d'essayer de pratiquer par vous-même et ensuite on corrige ça ensemble. Donc pour cet exercice, j'ai créé un fichier quiz.json qui va contenir les informations concernant notre quiz. Ce fichier-là, je l'ai mis dans le dossier public et je l'ai appelé quiz.json, donc il est publiquement accessible au niveau de notre navigateur en faisant un /quiz.json. Donc c'est ce que l'on va devoir charger avec fetch pour justement afficher notre quiz. Histoire que notre page n'ait pas un style qui est complètement dégueulasse, je vais choisir d'utiliser le framework CSS Pico, mais vous pouvez utiliser n'importe quel framework ou n'importe quel style. C'est pas du tout le focus de cette formation-là. J'utilise ça juste pour aller plus vite et pas avoir une syntaxe qui est un petit peu trop lourde. Donc là, je vais lui demander d'utiliser ça et je vais directement le mettre au niveau de mon index.html. Cette petite aparté étant faite, je vais maintenant partir dans mon fichier app.vue qui pour l'instant est complètement vide. Donc la première étape, ça va être de charger ce fichier JSON. Donc pour charger des données, typiquement au moment où le composant est monté, ça veut dire qu'on a besoin d'utiliser la méthode onMounted. Donc on l'importe depuis Vue et à l'intérieur, on va pouvoir fetch les informations. Mais une fois que ces informations sont récupérées, on va avoir besoin de les afficher dans le composant. Donc ça veut dire qu'on a besoin d'un bout d'état réactif. Donc je vais créer une constante que je vais appeler quiz et ça sera une ref qui a comme valeur initiale nul. Et attention, on pense bien à l'importer. À ce niveau-là, je vais lui demander de faire un fetch. Je vais ensuite récupérer le fichier quiz.json. Si ensuite on a des données qui sont valides, c'est-à-dire si le serveur a répondu correctement, donc là on va mettre un if r.ok, dans ce cas-là, on va lui demander de parser le JSON. Dans le cas contraire, on va imaginer qu'on a une erreur et on mettra impossible de récupérer le JSON. Si tout s'est bien déroulé, on aura alors les datas, et ces datas, on va pouvoir les mettre dans notre référence quiz. Donc on fera quiz.value égale data. Et vu que j'ai plusieurs choses à faire plus tard, on va plutôt utiliser une fonction fléchée. Ensuite, dans ma partie template, pour l'instant, je vais simplement mettre une petite div, et je vais lui demander de m'afficher la valeur de quiz. Et on voit bien qu'on a notre JSON qui contient notre questionnaire. Alors là, le problème, c'est qu'on n'a aucun feedback d'un point de vue utilisateur sur l'état de chargement. On a besoin de savoir est-ce que les données sont chargées, mais aussi si on a une erreur réseau et que le JSON ne peut pas être chargé, il faudra l'indiquer à l'utilisateur. Donc là, ce que l'on va faire, c'est qu'on va se créer une constante qu'on va appeler state, et on va créer une ref, et on va mettre comme valeur initiale loading. Ça veut dire qu'on est en train de charger des données. Si les données ont bien été chargées, à ce niveau-là, on lui dira que le state, au niveau de sa valeur, on mettra idle. Concrètement, tout s'est bien passé, on est en attente, il n'y a pas de problème. Par contre, si jamais on a une erreur,
Dans ce cas-là, on capturera l'erreur. On pourrait la sauvegarder dans une variable si on a besoin de plus d'informations, mais nous, ici, ça ne nous intéresse pas. Et on mettra un state.value égale error. L'avantage, c'est que maintenant, cette variable oscille entre 3 valeurs, et on va pouvoir mettre à jour le template en fonction. En lui disant ici, si on a le state qui est en erreur, dans ce cas-là, on pourra dire impossible de charger le questionnaire. Dans le cas contraire, ça veut dire qu'on est soit en état de chargement, soit en idle. Donc on va créer une div. Dans le cadre de Pico, on peut mettre un attribut AriaBusy pour dire qu'on est occupé. Et cet attribut-là, on le mettra dynamiquement et on lui dira on est occupé si le state est en loading. Si le state n'est pas en loading, on pourra afficher notre questionnaire. Alors, on réactualise la page. Donc c'est quasi instantané parce que je suis en local, mais si ça mettait du temps, on aurait un petit loader. Maintenant, imaginons que je mets un fichier qui n'est pas un JSON valide, on a bien notre erreur, impossible de charger le quiz. Ok, donc là on a bien géré cette partie-là. Maintenant, si on revient sur notre schéma, il va falloir créer un composant qui va recevoir les données du quiz et qui va être capable de l'afficher. Donc je vais aller créer ce composant dans le dossier src, je vais aller créer un nouveau fichier que je vais mettre dans le dossier components et que je vais appeler quiz.vue. Je crée toujours la structure de base comme d'habitude. Et on va pouvoir réfléchir aux props que va recevoir ce composant. Bon, concrètement, vu qu'il a besoin d'afficher le quiz, je me dis que le plus simple, c'est de lui passer l'objet qui représente notre questionnaire depuis le JSON. Donc là, je vais avoir un define props où on aura une seule props qui sera quiz, qui sera de type object. Dans la partie template, je peux commencer à préparer un petit peu. Je vais créer une div avec un h1 et je vais mettre comme titre le titre de notre quiz. Si je regarde mon JSON, c'est la propriété title. Si je reviens au niveau de mon app.vue maintenant, je peux lui dire à ce niveau-là, j'ai envie que tu affiches le quiz. On lui passera une propriété qui sera la valeur de quiz. Et on lui dira de n'afficher ce quiz-là que si la valeur de quiz est différente de nul. Et là, on pense à l'importer. Sinon, on ne va pas aller plus loin. Alors, c'est un petit peu trop collé au bord, donc je vais mettre une petite div pour entourer tout ça. Donc, on va créer une div qui aura la classe container dans ma partie app.vue. Et on va créer un petit peu de style pour préciser qu'au niveau du container, on va mettre une petite marge en haut. Donc point container, margin top de 2 rem. Donc je reviens maintenant sur ma partie quiz.vue et je vais fermer cette partie app.vue parce que normalement je n'aurai pas besoin d'y retoucher. Donc en dessous du H1, j'ai besoin d'afficher une progression. Et de la même manière, je vais avoir besoin de savoir sur quelle question on est, sachant que dans notre JSON, on a plusieurs questions dans un tableau. Donc je vais avoir besoin d'un bout d'état pour sauvegarder cette information-là. Donc on va créer une variable step qui sera une ref qui aura comme valeur initiale 0. Si on est à l'étape 1, on mettra 1 et ainsi de suite, ainsi de suite. Ensuite, on a besoin d'afficher une barre de progression et peut-être d'afficher étape 1 sur 4 typiquement. Donc je me dis que là, je vais me créer un composant pour ça. Donc je vais aller créer un nouveau composant dans le dossier src. Parce que typiquement, c'est quelque chose qu'on a besoin de faire assez souvent et avoir un composant qu'on peut réutiliser, c'est intéressant. Donc je vais créer un composant progress et on va tout de suite réfléchir à ses props. Alors pour ce composant-là, on a deux choix possibles. On pourrait lui envoyer une seule information qui est progress, qui serait par exemple un chiffre entre 0 et 1, et ça lui permettrait d'afficher la barre de progression. Ou on peut choisir d'avoir deux propriétés, une propriété valeur qui sera l'étape où on en est, et une propriété max qui sera la valeur maximale. Moi, je me dis que c'est plus intéressant de faire ça parce que si, par exemple, on va afficher du texte au-dessus en mettant étape 1 sur 4, avoir ces deux valeurs-là, c'est quand même pratique. Donc ici, au niveau des props, on va avoir value qui sera un number et on va avoir max qui sera aussi un number. Au niveau de ma partie template, je vais avoir une petite div et on va mettre étape, on mettra la valeur sur le max. Pour l'instant, on ne fait pas encore la barre de progression. Maintenant que j'ai ce composant, dans ma partie quiz.vue, je vais pouvoir l'utiliser. En dessous de mon titre, je vais utiliser le composant progress. Je vais lui passer la valeur, donc la valeur ça sera step, et je vais lui passer le max, qui sera la taille du nombre de questions. Donc ça sera quiz.questions.length. Et je n'oublie pas de fermer ça et de l'importer. Alors peut-être un petit détail, step, nous on va choisir de le faire commencer à 0. Donc ça veut dire que le max ici, ça sera le nombre de questions moins 1. Ça pourra aller jusqu'à 4. Donc on me dit ici étape 0 sur 4. Pour un utilisateur humain, je trouve que c'est mieux de ne pas vraiment avoir des valeurs comme ça.
Donc on mettra +1 ici et +1 ici. Comme ça, là on a bien étape 1 sur 5. Pour la barre de progression, on va utiliser progress, qui est un élément HTML standard. On lui donnera comme valeur la value et on lui donnera comme propriété max le max. Et dans ce cas-là, ça va afficher une barre de progression qui nous permet de savoir où on en est. Si je teste dans mon quiz.vue de changer la valeur initiale et de mettre 2, on voit bien que je suis à l'étape 3 sur 5 et la barre de progression affiche bien les informations. Donc maintenant, on peut passer à l'affichage de la question. Donc on pourrait commencer à créer la structure HTML de notre question directement ici, mais je me dis que peut-être à terme, on pourrait vouloir afficher plusieurs questions sur la même page, donc avoir un composant qui permet de représenter une question en entier, ça peut être intéressant. Donc je vais aller créer ce nouveau composant là, donc je vais créer un nouveau fichier que je vais appeler question.vue, et à l'intérieur, on met toujours la même chose. Dans cette partie script, on commence par définir les propriétés, et de quelles propriétés on va avoir besoin. Je me dis qu'on n'est pas intéressé par tout le quiz, on est intéressé spécifiquement par la question de notre quiz. Donc on va être intéressé que par cet objet-là. Donc on pourrait choisir de recevoir à la fois le libellé, puis les choix, puis la réponse correcte. Donc on pourrait avoir 3 props différentes, ou on pourrait avoir une props qui contient toutes les informations. Il n'y a pas de bon ou de mauvais choix à ce niveau-là, ça va dépendre un petit peu de vos préférences et de comment vous voulez travailler. Moi, je vais choisir d'aller au plus simple ici, et on s'imagine qu'on recevra une seule props qui s'appelle question, qui va contenir les informations de la question. À ce niveau-là, je vais mettre une petite div avec la classe question, comme ça, si jamais j'ai besoin de rajouter du CSS, je pourrai le faire. Et on mettra un petit h3, et on mettra le titre de la question. Donc au niveau de notre JSON, c'est dans la propriété question. Donc ça fera question.question, c'est un peu bizarre, mais c'est pas grave. Et là, je vais sauvegarder cette variable-là parce que j'imagine que peut-être plus tard, je vais en avoir besoin. Donc maintenant, je vais pouvoir revenir dans la partie quiz.vue et lui dire d'afficher la question. Donc en dessous de ma barre de progression, j'utilise mon composant question et je lui passe la question. Et la question, je l'obtiens en récupérant l'ensemble des questions de mon quiz et en prenant la question qui correspond à l'étape. J'aime pas trop mettre trop de logique dans ma partie template, donc je vais préférer me créer une propriété computed. Parce que, effectivement, ça dépend d'autres propriétés réactives. Je crée une variable question et je lui dis que c'est un computed. Et c'est construit à partir de quoi? C'est props que je n'ai pas. Donc là, je vais créer une constante. Voilà, donc c'est props.quiz.questions avec un S. Et je prends la question qui correspond à l'étape. Donc attention, step, c'est une valeur réactive, donc il faut faire .value. Maintenant que j'ai cette variable-là, je peux l'utiliser ici. Et je peux aussi lui dire, affiche cette partie-là que si on a une question. Juste pour être sûr. Et j'auto-ferme la balise, vu qu'on n'a pas d'enfant. Donc là, je vois bien que j'ai le titre de ma question. Je vais revenir dessus, je vais juste mettre un poil de CSS pour lui dire qu'au niveau de ma question, je veux un petit peu de padding. Donc on va dire que pour .question, on va avoir un padding top de 2 rem. Et on réactualise. OK. Donc une fois que j'ai ma question, je veux avoir une liste de choix qui va me permettre de cocher et de choisir la bonne réponse. Alors pour l'instant, on ne va pas faire cette séparation en composants, on va essayer de le faire directement comme ça et de voir au fur et à mesure à quel moment on a besoin justement d'introduire un nouveau composant. Donc pour ma liste, je vais créer un UL, un LI et on va devoir faire une petite boucle. Alors sur quoi on boucle? On va boucler sur la propriété choices. Donc on fera une constante qu'on va appeler choice in question.choices. Tout de suite, quand on fait un v-for, on définit une clé. Alors choices, c'est un tableau de chaîne de caractères qui contient l'ensemble des choix possibles. Donc directement, on va pouvoir utiliser choice au niveau de la clé, vu que chaque réponse est évidemment différente. Dans mon LI, je vais créer un label. On va peut-être laisser cette partie forte, ça va me permettre de vous expliquer quelque chose. Je vais mettre un input de type radio. Je vais lui donner un name, on va l'appeler answer, pour que tous les radios aient le même name et qu'ils soient comme ça interconnectés. Et dans le label, je vais mettre le choix en question. OK. Et là, je vois bien que ça affiche les différents choix. Alors, j'aimerais bien avoir un ID sur cet input et avoir le même ID au niveau du for. Et là, le problème, c'est que choice, c'est un choix et donc une chaîne de caractères qui peut potentiellement contenir des espaces et des caractères spéciaux. Il me faudrait l'index. Si vous avez besoin dans un v-for de récupérer l'index, vous pouvez mettre une parenthèse ici et récupérer une seconde variable qui prendra la valeur de l'index. Ce qui me permet à ce niveau-là
de justement utiliser l'index pour avoir quelque chose d'unique. Donc là, on mettra index, voilà, on mettra un 2 points forts, et je ferai la même chose pour l'ID de mon champ. Donc ça, c'est bien d'avoir un for et un ID parce que ça améliore l'accessibilité de votre formulaire en liant le label à notre champ. Si j'inspecte, on a bien le label for answer 0, puis l'ID answer 0. Et pour le second, answer 1 et answer 1 au niveau de l'ID. Maintenant, on va créer un petit bouton qui permettra de passer à la question suivante. Donc on mettra question suivante. Ce bouton, on va le mettre à droite. Donc on fera un point question, button, margin left automatique et un display block histoire que ça applique les choses. Le truc, c'est qu'on va avoir besoin de faire communiquer maintenant les informations. En effet, comment on veut que notre système fonctionne? L'utilisateur ne doit pas être capable déjà de passer à la question suivante tant qu'il n'a pas coché une des cases. Ça, c'est un premier prérequis. Second prérequis, lorsqu'il a coché une case et cliqué sur question suivante, il faudra afficher la question suivante. Donc, ce n'est pas ce composant-là qui peut faire ça. Le composant qui est responsable des étapes, c'est le composant quiz. Donc ça veut dire que le composant question va devoir informer le composant parent qu'il y a eu un changement d'étape. Donc dans ce cas-là, ça veut dire qu'on a besoin des événements. Donc je vais créer une constante emits et je vais faire un define emits. Cet événement, on va l'appeler answer pour dire j'ai répondu à une question. Mais le composant parent, ce composant quiz, ce qui l'intéresse, c'est de savoir quelle réponse on a choisie. Donc ça veut dire que lorsque je vais appeler cette méthode-là, il faudra que je lui passe la réponse donnée par l'utilisateur. Alors, histoire de sauvegarder la donnée qui a été cochée, on va utiliser un petit modèle. Donc, à ce niveau-là, on va créer une constante qu'on va appeler answer, et on va lui dire que c'est une ref, et on va mettre comme valeur initiale nul, parce que par défaut, on n'a répondu à aucune des réponses. Dans mon input, ici, je vais mettre un vModel, et je vais lui dire de mettre answer. Si on teste tout de suite, juste après le UL, je vais afficher answer, on va voir que ça va prendre comme valeur la case qui a été cochée. Mais pourtant, là, ça me met juste on. Ça me met on parce que dans mes inputs de type radio, je n'ai pas mis de value. Donc là, il faut que je lui dise que la valeur de ce champ-là correspond au choix. Donc typiquement à choice. Maintenant, lorsque je coche une des cases, ça prend bien la bonne valeur. Enfin, lorsque je vais cliquer sur le bouton question suivante, il va falloir émettre cet événement. Donc à ce niveau-là, je lui dis, lorsque tu cliques, @click, j'aimerais bien que tu appelles emits. Tu lui passeras le nom de l'événement, answer, et tu lui donneras aussi la réponse qui a été choisie par l'utilisateur. Et maintenant, ce composant-là est capable de faire passer de l'information aux parents. Dernier point, on va désactiver le bouton si l'utilisateur n'a pas répondu. Donc là, plutôt que de mettre la condition directement au niveau de button, je vais me créer une constante intermédiaire, as answer, et on va lui dire que c'est un computed qui aura comme valeur si answer.value est nul. Donc si answer.value est nul, c'est qu'on n'a pas encore coché de case. Et du coup, là c'est plutôt différent de nul. Voilà. Donc on me dira que le bouton est désactivé si l'utilisateur n'a pas donné de réponse. On voit que par défaut c'est désactivé, je coche une case et je peux cliquer sur question suivante. Donc côté composant question.vue, on a fait le tour. Maintenant c'est le composant quiz.vue qui va devoir réagir. Donc ce composant-là, il va avoir besoin d'incrémenter l'étape, mais il va aussi avoir besoin de mémoriser l'ensemble des réponses qui ont été données par l'utilisateur. Donc pour avoir l'ensemble des réponses, moi je me dis que le mieux, ça serait d'avoir un tableau qui contiendrait toutes les réponses qui ont été données au fur et à mesure. Tableau que l'on pourra comparer au niveau du quiz.json avec les valeurs qui sont attendues. Une autre solution serait de compter le score au fur et à mesure. Là, c'est vraiment à vous de voir comment vous voulez faire les choses. Je me dis que compter le score, mieux vaut le faire à une étape ultérieure. Donc on va créer une constante qu'on va appeler answers, et ça sera une ref qui sera un tableau. Sauf que ce tableau, je voudrais qu'il ait pile poil la bonne taille. Donc pour cela, je vais prendre props.quiz.questions, et je vais mapper sur chacune des questions, et lui dire tout simplement que je veux nul. Ce qui me permettra d'avoir un tableau de taille 5 parce que j'ai 5 questions avec que des valeurs nulles. Si j'essaie d'afficher cette valeur answers au niveau de ma vue, ça me donne ça. Maintenant, j'ai besoin de détecter quand l'utilisateur a répondu. Donc au niveau de question, on a le answer et on va créer une nouvelle méthode qu'on va appeler addAnswer. Cette méthode, on va la créer plus bas. Donc elle recevra en paramètre la réponse qui a été donnée par l'utilisateur. Et l'avantage, c'est qu'on sait dans quel index on va devoir le rajouter parce qu'on a step. Et il nous suffit de lui dire ici, donc au niveau de answers,
je récupère la valeur et à l'index qui correspond à l'étape, j'ai envie que tu mettes la valeur qui a été rentrée par l'utilisateur. Je clique sur Titanic, je clique sur question suivante et notre tableau est bien rempli. Alors pour aller à la question suivante, il faudra aussi en profiter pour faire un step.value++ pour incrémenter la valeur. Par contre, il y a un petit détail. Quand on va arriver à la toute dernière question, on va avoir un petit problème. Parce que la valeur de step sera supérieure au nombre d'étapes. Donc là, il faudra faire une petite condition. Comme on l'a fait pour la partie chargement, je me dis que le mieux c'est de créer une variable state qui permet de savoir où on en est. Par défaut, on va lui dire qu'on est en mode question. À ce niveau-là, je vais lui dire si la valeur d'étape est égale à la taille et au nombre de questions, donc c'est props.quiz.questions.length-1, dans ce cas-là, on ne peut pas passer à l'étape suivante parce qu'on est déjà sur la dernière étape. Dans ce cas-là, on dira plutôt qu'au niveau de state, on lui dira que l'étape, c'est récap. On doit passer à la partie récapitulative pour afficher le score. Sinon, on continue à incrémenter step.value. À ce niveau-là, je vais lui dire de n'afficher les questions que si on est en state question du coup. Et on aura un autre composant qui lui s'affichera lorsqu'on sera en étape de récap. Ce composant, je vais aller le créer, donc je vais créer un nouveau fichier que je vais appeler recap.vue. Et pour l'instant, je ne mets pas de logique, si ce n'est un titre avec marqué récap. Dans ma partie quiz.vue, je vais, juste après la partie question, utiliser le composant récap. Et ce composant-là, je ne l'afficherai que si on est dans l'étape de récap. On verra après les props qu'il va prendre, mais pour l'instant, on se contente juste de faire ça. Ok. Alors, je clique sur Titanic, je fais question suivante. Et là, il y a un autre truc qui me chagrine, c'est que je vois que le question suivante, il est toujours activé. Et si je clique dessus, on a Titanic. Ça semble un peu bizarre. En fait, c'est dû au fait qu'à ce niveau-là, ce composant-là, il reste toujours en place. Et en fait, il faudrait lui dire, lorsque la question change, il faudrait que tu remettes la valeur à l'intérieur en nul. Dans ce cas-là, on est dans une situation où on pourrait avoir un watcher et venir changer la valeur. Donc dans ma partie question.vue, je pourrais lui dire, à ce niveau-là, je veux que tu regardes. Tu vas regarder la props.question. Et lorsque la question va changer, tu vas lancer une fonction. Et cette fonction, elle fera un answer.value et elle remettra la valeur à nul. Alors on va faire un essai, je clique sur Titanic, question suivante, et ça repasse bien à nul. Ça, c'est la première possibilité. Sinon, l'autre possibilité, c'est que ce n'est plus la responsabilité de la partie question d'avoir la réponse. On peut remonter la responsabilité au quiz. J'aurai une valeur answer qui serait une ref nulle, et à la place d'un question, j'aurai un vmodel. Là, c'est à vous de voir, les deux solutions sont possibles. Une dernière approche consiste à tout simplement défaire ici ce qu'on a mis, et faire en sorte que ce soit un tout nouveau composant qui est chargé à chaque fois que la question change. Pour cela, dans le quiz.vue, je peux lui dire que je vais définir une clé, j'ai le droit de le faire même en dehors d'un composant vFor, et je lui dis que la clé, c'est la question. Si je fais ça, et que je clique sur Titanic, je fais question suivante, c'est bien désactivé. Parce qu'en fait, c'est un tout nouveau composant qui va être créé pour chaque nouvelle question. Donc les trois solutions sont viables, à vous de voir celle qui vous convient le mieux en fonction de la situation. Moi, j'aime bien l'idée de me dire que à chaque fois que j'ai une nouvelle question, j'ai un nouveau composant. Ça me semble plus logique par rapport à ce que je veux exprimer. Ok, donc maintenant on va essayer de passer jusqu'à la dernière étape. Je clique, j'arrive à la dernière étape et j'ai bien mon récap. Au niveau de ce récap, j'aimerais bien afficher le score. Alors là, on pourrait faire toute la partie calcul du score directement dans le composant quiz, mais mon objectif c'est de séparer un maximum la logique et d'éviter que mon composant quiz devienne trop important. Donc je me dis que le plus simple, c'est que le composant récap, il va recevoir deux props. Une première qui sera la liste des réponses qui ont été données par l'utilisateur, donc answers, et une seconde qui sera le quiz directement. Ces props, je vais donc les définir au niveau de mon récap. Donc je vais faire un const props égale define props. Et on va avoir donc quiz qui sera un objet, et on aura answers qui sera un tableau, qui sera une liste de chaînes de caractères. J'ai maintenant besoin de calculer le score de l'utilisateur, c'est-à-dire le nombre de réponses qui ont été correctes. Ce nombre de réponses correctes, il va dépendre de réponses et de quiz. Donc typiquement, on est dans une variable qui est dérivée. Donc je vais créer une nouvelle constante, score, et on va créer un computed. Alors pour computer ça, comment on va faire? Je me dis que je peux le faire en une seule ligne avec un petit reduce. On va prendre sur les props le quiz,
et on va prendre la liste des questions. Et on va faire un petit reduce dessus. On va donc avoir un accumulateur, on va avoir la question courante, et on va avoir l'index, qu'on va appeler K. Par défaut, l'accumulateur, on va l'initialiser à 0. Là, il y a deux choix possibles. Déjà, on va regarder au niveau de la question la réponse qui était attendue. C'est cette propriété correct answer. Et on doit comparer ça à la réponse qui a été donnée par l'utilisateur. La réponse, elle est dans props.answers à l'index qui correspond. Si les deux valeurs correspondent, dans ce cas-là, on peut incrémenter le score et on retournera l'accumulateur plus 1. Si les deux réponses ne correspondent pas, on se contentera de retourner l'accumulateur. Donc là, normalement, on devrait obtenir le score de l'utilisateur. Donc on pourrait faire un petit paragraphe avec marqué score, score. Sur le score total que je peux obtenir en faisant un quiz.questions.length. Donc là, on voit que ça m'affiche bien le score de 4 sur 5. Ce qu'on pourra faire aussi, c'est voir si l'utilisateur a gagné. Donc pour savoir ça, il suffit de regarder est-ce que le score est supérieur ou égal à ce score-là. Et dans ce cas-là, on affichera le message de succès, sinon le message d'échec. Donc je me dis que là, je vais peut-être créer une variable intermédiaire pour savoir si on a gagné. Je pourrais aussi avoir une variable intermédiaire qui s'appellerait tout simplement message. Moi, j'aime bien plutôt avoir un booléen à ce niveau-là. Donc dans ma partie récap, je vais créer un computed et on va l'appeler as1. Donc ça sera un computed et on va utiliser à l'intérieur le score. Et ça sera est-ce que le score.value est supérieur ou égal au score qui était attendu. C'est quiz. C'est fou, j'ai pas de mémoire, hein. C'est minimum score. Voilà. Donc si on a gagné, on affichera le premier message, sinon non. Donc dans ma partie ici, je peux lui dire, hop, si on a gagné, je veux que tu affiches quiz.successMessage. Sinon, je veux que tu affiches quiz.failureMessage. Et on est presque bon, si ce n'est que là, j'oublie toujours de mettre props devant. Donc on refait un test, je réponds aux différentes questions. Donc on va répondre juste. Et on a bien ici notre félicitation, vous êtes un véritable cinéphile. Et on a bien notre score qui est 4 sur 5. OK. Donc là, on a fait la base de notre quiz et on va pouvoir passer à des petits détails techniques et des exercices supplémentaires. Alors première chose, c'est que par défaut, notre serveur il a la fâcheuse tendance à mettre la bonne réponse en premier. Donc nous, ce qu'on aimerait bien faire, c'est randomiser ça un peu et afficher les informations de manière mélangée. À chaque fois que l'utilisateur charge un questionnaire, il ne faut pas que les réponses soient systématiquement dans le même ordre. Donc essayez de faire ça. Donc pour faire ça, ça va se passer au niveau de la partie question. Au niveau de la partie question, je fais une petite boucle sur ce tableau-là. Ce que je vais faire, c'est que je vais générer une nouvelle version de ce tableau qui est aléatoire. Pour ça, on est typiquement dans un cas d'utilisation du computed encore une fois. On va l'appeler random choices et on va lui dire que c'est quelque chose qui est computed et on va partir des choix que l'on va mélanger. Alors je me dis que typiquement c'est une fonction que j'aurais peut-être besoin de réutiliser à plusieurs endroits. Donc je vais créer un nouveau dossier que je vais appeler functions et je vais créer un fichier que je vais appeler array.js pour mettre toutes les fonctions qui ont attrait au tableau. À l'intérieur, on va créer une fonction que l'on va appeler shuffle array. Donc ça va prendre un tableau. Alors comment on mélange un tableau en JS? Malheureusement, il n'y a pas de méthode préconçue, mais ce que l'on peut faire, c'est faire un array.map et pour chaque item, donc on va appeler la variable item, on va créer un objet qui contiendra la valeur, donc qui sera item, et qui contiendra une valeur un petit peu arbitraire qui sera générée aléatoirement. Une fois qu'on a ce tableau-là, on va pouvoir utiliser la méthode sort pour le réorganiser. Et on va lui dire comment tu le réorganises. Alors hop, ça prend deux valeurs, A et B, en faisant un A.sort moins B.sort. Et enfin, je remappe dessus pour extraire les valeurs originales. Voilà, c'est la meilleure manière d'obtenir un nouveau tableau rangé aléatoirement. Maintenant que j'ai cette fonction-là, je peux revenir dans mon question.vue et lui dire que pour le computed ici, j'ai envie que tu fasses un shuffle array et je te passe en paramètre le tableau des questions. props.question.choices. Avec ce random choices, je peux l'utiliser dans mon v-for en lieu et place du question.choices. Si je réactualise la page, on voit qu'à chaque fois, mes questions sont réorganisées et ça me permet comme ça de ne pas avoir un utilisateur qui devine comment ça fonctionne. Donc ça, c'est le premier point.
Second point, j'aimerais bien un petit peu améliorer l'interface et faire en sorte que quand l'utilisateur clique sur une des cases, automatiquement ça les désactive et la case apparaît en vert ou en rouge suivant qu'il ait bien répondu ou non. Alors première chose, c'est de désactiver les trucs. Donc ça veut dire que je vais devoir détecter quand l'utilisateur a répondu. Bah, ça c'est facile parce que j'avais déjà prévu le coup avec ce booléen là. Donc je peux lui dire que au niveau de l'input, je vais mettre un disabled et je vais désactiver le champ si on a répondu. Comme ça, dès qu'on coche une case, toutes les cases deviennent désactivées et on ne peut plus changer la réponse. Maintenant, on va devoir aussi gérer la couleur. Et je me dis que ça commence à faire un petit peu de code pour cette partie-là. Donc ça, c'est un signe et ça veut dire qu'on doit peut-être créer un composant qui va représenter chacune de nos réponses. Donc dans le dossier components, je vais aller créer un nouveau fichier que je vais appeler answer.vue. Donc là, on va faire un peu de refactoring et ça vous permettra de voir comment on réfléchit en général quand on fait du refactor. Dans cette partie template, je vais tout simplement déplacer le code que j'ai envie d'éviter de répéter. Une fois que j'ai déplacé ce code, je vais réfléchir à quels props je vais avoir besoin de faire référence. Donc j'ai besoin d'abord de l'index, ce qui va me permettre d'afficher un ID. Donc là, je vais carrément mettre ID. Et on dira que l'ID, ça sera une chaîne de caractères. Donc après, ça me permet à ce niveau-là de remplacer par ID, et à ce niveau-là aussi de remplacer par ID. J'ai besoin de savoir si le champ va être activé ou désactivé. Donc ici, on va mettre disabled, et ça sera un booléen. Donc maintenant, à la place ici de ça, je vais mettre disabled. Ensuite, je vais avoir un type radio, le name, on va laisser answer par défaut, et au niveau du vModel, on aura un modèle. Donc ça veut dire que là, je vais devoir faire un define model. OK. Et j'ai besoin de la valeur qui correspondra au choix. Donc là, je vais tout simplement avoir une propriété value, qui sera une chaîne de caractères. Cette propriété value, je vais pouvoir l'utiliser ici et ici. Donc j'ai maintenant rendu mon composant complètement dépendant des propriétés. Donc, je vais pouvoir revenir dans ma partie question.vue et remplacer ce bout de code. Donc là, je vais utiliser mon composant answer. Je vais l'importer en bas. Et je vais lui passer les différentes props. Donc l'ID, ça sera ce que j'avais écrit ici. Le 2.disabled, ça sera est-ce qu'on a une réponse. Et ensuite, je vais lui passer la valeur. Donc c'est 2.value qui sera le choix. Je vais aussi lui passer le vModel qui sera answer. Je peux maintenant supprimer cette partie label. Donc concrètement, ça ne change rien et mon code continue à fonctionner. Mais ce qui va être intéressant, c'est que je vais pouvoir lui passer une propriété supplémentaire qui serait par exemple la réponse correcte. Donc là, on va lui passer une propriété qu'on va appeler correct answer et on lui passera comme valeur la réponse qui est attendue. Donc ça va être dans mon cas question.correct_answer. Je vais pouvoir ici revenir dans mon code answer.vue, lui dire que je m'attends à avoir une propriété supplémentaire qui va s'appeler correctAnswer, et je vais pouvoir styliser en fonction. Donc à ce niveau-là, je vais pouvoir mettre un 2.class et utiliser un objet. Alors pour éviter encore une fois de complexifier toute la partie template, je vais préférer créer un objet à la volée avec les computed. Donc on va l'appeler classes, et on va lui dire que c'est un computed. Voilà, c'est une fonction qui renverra un objet. Et on va rajouter une classe write si l'utilisateur a raison. Donc quand est-ce qu'il a raison? Il a raison si le composant est désactivé, donc si props.disabled. Et en plus, il faut que la valeur de notre radio corresponde à la valeur qui est attendue, props.correctAnswer. Alors on va tester ça tout de suite. On va créer une partie style et on va lui dire qu'on va rajouter une classe write et on va mettre un color green dans ce cas-là. Alors là, il râle un petit peu parce que je n'ai pas utilisé classes en haut, ma nouvelle variable que je viens de créer. Donc je réactualise, je clique sur Titanic et on voit bien que ça apparaît en vert. Alors par contre, si je clique sur une autre réponse, c'est toujours Titanic qui apparaît en vert, mais ça, j'ai envie que ça apparaisse en rouge. Donc on va créer une nouvelle classe wrong, quand on se trompe. Donc quand est-ce qu'on va s'être trompé? Quand le composant est désactivé et que la valeur du champ ne correspond pas à la réponse qui est attendue. Et dans ce cas-là, ça apparaîtra en rouge. Donc on mettra .wrong, color de .red. Si vous ne voulez surligner que la réponse qui a été donnée,
Dans ce cas-là, vous rajoutez une nouvelle condition et vous vous dites qu'il faut que le modèle.value soit égal à la propriété value. Et dans ce cas-là, ça ne cochera en rouge que la réponse qui a été donnée par les utilisateurs. Et on peut aussi rajouter une classe disabled si la propriété disabled est à true. Comme ça, par exemple, on lui dira que le disabled, il a une opacité à 0.5. Voilà. Et dans le cas du right ou du wrong, on mettra une opacité à 1. Bon, après, vous pouvez adapter, vous pouvez aussi utiliser directement l'attribut disabled pour le CSS. C'est à vous de voir. Mais là, ça permet à l'utilisateur de mieux comprendre ce qui se passe. Enfin, une dernière étape à notre exercice. Imaginons que maintenant, on enlève le bouton question suivante et on veut plus baser notre système sur un timer. On va donner à l'utilisateur 3 secondes pour répondre. Et s'il ne répond pas au bout des 3 secondes, on passe à la question suivante. S'il répond, on attendra juste une seconde et on ira à la question suivante aussi. Alors dans ce cas-là, on va désactiver notre bouton, donc c'est dans la partie question, on va enlever le bouton. Lorsqu'une question s'affiche, on va avoir besoin de démarrer un timer. Donc ça veut dire que là, typiquement, on est dans le cas du onMounted. Donc je crée un timer, je vais avoir un onMounted, et je vais lui dire, à ce niveau-là, je vais démarrer un timeout, et on va lui dire que tu as environ 3 secondes pour répondre. Au bout des 3 secondes, ce qu'on avait fait dans le bouton qui était d'émettre la réponse qui a été donnée, on va le faire dans la partie set timeout. On va lui dire demits et on va émettre la answer en lui passant ce que l'on a dans cette ref là. Bon, concrètement, ce composant-là, il n'est pas censé pouvoir être démonté depuis l'extérieur, mais par précaution, on va quand même sauvegarder le timer ici, et on va faire un onMounted, et on va lui dire de clear l'intervalle, ou plutôt le timeout. OK. Donc on attend un petit peu, et au bout de 3 secondes, on voit qu'on est passé à l'étape suivante. Alors maintenant, il y a le cas où l'utilisateur va cocher une case. Donc ça, il va falloir le détecter. Donc à ce niveau-là, lorsque l'utilisateur a coché quelque chose, je n'ai pas forcément moyen de le savoir. Donc on pourrait à la place observer les changements de valeur de answer. Ou une autre solution que je trouve plus élégante. En général, quand vous passez par un watcher pour changer une valeur dérivée, c'est pas très bon signe. Dans ce cas-là, la meilleure solution, c'est que notre answer.vue, il ne soit plus branché au vModel. Ça, en fait, on s'en fiche un petit peu. Mais on est à la place un événement. Donc on va lui dire, lorsque tu changes, je vais vouloir émettre un événement de changement qu'on va pouvoir écouter depuis le parent. Donc à ce niveau-là, on va créer une méthode onChange. On va définir un emit au niveau de notre système, emits égale define emits. Et on va lui dire qu'on aura un événement qui s'appellera change. On va se créer donc la méthode onChange qui prendra en paramètre l'event. Et on lui demandera de faire un emits, on émettra l'événement change et on lui passera l'événement. Maintenant, je peux remonter à mon question.vue. Ce question.vue, il est plus intéressé par le vModel, mais à la place, il aura lui aussi un change et il va appeler une méthode qu'on va appeler onAnswer. À ce niveau-là, je vais créer cette méthode-là. Donc, je crée mon const onAnswer. C'est une méthode qui recevra l'événement. Donc tout de suite, je peux sauvegarder dans ma valeur answer le e.currentTarget.value. Donc c'est ce que l'on avait dans la partie value. Et ensuite, je vais pouvoir lui demander de clear aussi le timer. Donc on va faire un clear timeout et on supprime le timer. Et on va en créer un nouveau en faisant un timer égale set timeout. Et on va lui dire au bout d'une seconde, il faut que tu émettes la réponse qui a été donnée par l'utilisateur. Et ça, on va le mettre à ce niveau-là. Voilà, histoire que le timer soit défini avant cette fonction-là. Alors on va faire un petit essai, je réactualise la page, je coche le Seigneur des Anneaux, et ça passe directement à la question suivante. Effectivement, j'ai oublié de mettre un petit timer d'une seconde. Donc on retente. Je clique sur Inception, et on voit qu'au bout d'une seconde, ça passe à la question suivante. Je clique ici sur The Walking Dead, je me suis trompé, et ça continue. Par contre, on le voit, quand je coche une case qui est erronée, je n'ai pas le truc en rouge. C'est parce que j'ai effectivement supprimé la partie vModel. En fait, je me dis qu'on peut avoir à la fois le vModel et le change. C'est pas incohérent. Le change va nous permettre de mettre en place le système de timeout indépendamment du reste.
Et à ce niveau-là, on peut enlever ce answer.value. Parce que de toute façon, ça va être fait par le vModel. Et je vais le remettre aussi dans ma partie answer. Finalement, je reviens un peu en arrière sur ça. Voilà. Si maintenant je réactualise, je clique sur Inception, je me suis trompé, ça apparaît en rouge et ça passe à la question suivante. Bon, le délai est peut-être un poil rapide, mais vous pouvez affiner. Voilà, là on va mettre 1500. J'essaie d'être rapide, Titanic. Ouais, c'est un peu mieux. Là c'est Breaking Bad. Ah fuck, je me suis trompé. Bon, c'est pas grave. Mais vous voyez comment ça peut fonctionner. Et vous voyez que passer par exemple d'un système qui est basé sur un timer à un système qui est basé sur un bouton, ça a été assez facile, il y a eu assez peu de changements à faire. La seule chose qu'on a dû rajouter, c'est cette méthode change pour détecter quand il y avait un changement, pour pouvoir redémarrer un timer et avancer automatiquement. Et là on a quasiment terminé, on l'a vu, il y a juste eu un petit problème parce que j'ai coché une case par erreur. Donc je me dis que ce qui pourrait être intéressant, c'est que si aucune réponse a été donnée, on va enregistrer une réponse vide. Donc là, plutôt que d'émettre automatiquement la réponse, on va lui dire « fais un answer.value est égal à une chaîne de caractères vide » et ensuite tu vas faire un onAnswer, ce qui va permettre de redémarrer un petit timer de 1 seconde. Ce onAnswer d'ailleurs n'a plus besoin de l'événement ici. Voilà, donc ça tombe bien pour le coup. Et pour savoir si l'utilisateur a répondu, ben c'est toujours bien cette condition qu'on va utiliser. Donc c'est impeccable. On va refaire un essai, on va attendre 1 seconde, tout se désactive. On voit que Titanic a été montré, et ensuite on est passé à la question suivante. Voilà, ça améliore un petit peu l'ergonomie et ça évite qu'on clique un peu par erreur. Donc voilà, on a terminé avec cette petite partie quiz et avec cette petite partie TP. Donc c'est l'occasion de réviser un petit peu tout ce qu'on a vu depuis le début. Donc j'espère que vous avez réussi à suivre, que vous avez réussi à faire une partie du projet. N'hésitez pas, si vous avez d'autres idées de fonctionnalités à rajouter, à essayer de le faire par vous-même pour pratiquer. Comme je l'ai dit, c'est essentiellement ce qui va vous permettre de vous améliorer avec Vue.js, c'est la pratique, il n'y a pas vraiment de secret à ce niveau-là. Donc j'espère que ce chapitre vous a plu et je vous donne rendez-vous dans le chapitre suivant.